Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Pas de répit pour la Grèce face aux incendies, le bilan s'est encore alourdi à 63 morts. Le gouvernement offre 1 million d'euros pour tout renseignement sur les pyromanes. Nos envoyés spéciaux ont accompagné les pompiers français arrivés sur place. L'école élémentaire et primaire montrée du doigt. Selon un rapport d'experts remis aujourd'hui, 15% des élèves arrivent au collège avec de graves lacunes en lecture, écriture et calcul. Nicolas Sarkozy assouplit sa position sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Pour son premier grand discours diplomatique, il a eu aussi des mots très durs contre l'Iran et dénoncé la brutalité de la Russie et de la Chine. Le coup d'envoi en Grande-Bretagne d'une semaine de commémoration du 10e anniversaire de la mort de Lady Diana. La messe aura lieu vendredi. Pourquoi la princesse est-elle devenue mythique? C'est le dossier de cette édition. L'appel poignant d'un couple de parents. Leur fillette de 3 ans doit bénéficier d'une greffe du cœur. Elle survit pour l'instant grâce à un système artificiel, un cas rarissime en matière de demande de dons d'organes. Enfin, les chances de médailles s'envolent pour les Français au championnat du monde d'athlétisme à Osaka. Christine Aron se contente de la 6e place sur 100 mètres. Mehdi Bala était disqualifié dans le 1500 mètres. Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Pour commencer, une image satellite de la Grèce qui en dit plus long que tous les discours. On y voit le Péloponnèse masqué par d'impressionnants panaches de fumée. On mesure à quel point les foyers d'incendie aussi sont nombreux. Cela fait 4 jours maintenant que le feu dévore la Pinède et les forêts. On espérait hier soir que la situation allait se stabiliser. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le bilan s'est encore alourdi et une trentaine de villages ont été évacués cet après-midi. Karine Komadzi. Chez Mitso, ça y est, le feu est dans le jardin. Mitso, viens vite par là. Si le figuier prend feu, le grenier va prendre feu aussi. Le village de Grios est entouré d'oliviers et de maquis qui s'enflamment en un rien. La lutte est inégale. Un tuyau, un seau, une bassine et cette poignée d'hommes torse nu qui essayent de courir plus vite que le feu. Ils en oublient même de sauver leur élevage de lapins. En contrebas, dans la rue principale, c'est la fuite. Les plus anciens, eux, ne veulent pas quitter leur maison. Ce policier explique au vieil homme qu'en restant chez lui, il se met en danger. « Va-t'en », lui répond-il. On s'en fout des maisons, ce sont nos enfants qui brûlent. La tension monte. Les policiers disent de partir, les pompiers ordonnent de rester. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là, vous ne risquez rien. Dans ces villages de l'Élide, escarpés et difficiles d'accès, plus de 50 personnes sont mortes dans les incendies. Ici, les habitants sont bien seuls. La moindre de leur hésitation peut être fatale. On est sains et saufs, parce qu'on a pris ce chemin-là. Ceux qui ont pris la route de Zakaro sont morts brûlés. Ces images de désolation, les Grecs les présentent aujourd'hui comme une facture tendue aux autorités d'Athènes. Honte, scandale, incapable, peut-on lire à la une des journaux. Les incendies n'arrivent pas par hasard, on est en pleine campagne électorale. Il y a 1001 raisons de déstabiliser le pays. Le gouvernement promet une récompense d'1 million d'euros à qui permettra d'identifier les pyromanes. Le procureur entend requalifier ces incendies volontaires de l'été en crimes terroristes. Pour le peuple grec, les pyromanes sont déjà les ennemis de la nation. De nombreux pays, vous le savez, ont envoyé des hommes en renfort, parmi eux une 60aine de Français. Nos envoyés spéciaux Franck Genozo et Marie Cros étaient à leur côté aujourd'hui. Voici leur reportage. Patiemment depuis l'aube, les pompiers français noient les dernières braises sur le mont Parnonas. Ils sont 64 venus de l'Est de la France et du Var. Arrivés hier, leur première mission est d'empêcher ce feu qui a parcouru des dizaines de kilomètres de renaître de ses cendres. La source derrière un petit coup. Ici, si on fait bien le traitement de lisière et vu qu'on le traite comme il faut, il n'y a pas de raison que ça reprenne, quoi. Les soldats du feu français sont arrivés avec du matériel léger. Impossible pour eux d'aller sur les incendies les plus violents. Mais ce travail de fond est essentiel car ces quelques kilomètres carrés de forêt sont stratégiques. Pour les pompiers grecs, si le feu reprend ici, c'est tout le Péloponnèse qui risque de flamber. C'est un point névralgique qui ne paraît pas. Si le feu passe ici, il dépasse, on n'arriverait peut-être plus à l'arrêter. C'est le centre à peu près. C'est pour cela que les Français ont été positionnés ici, mais aussi parce que ce sont des habitués de ce type d'incendie en France. On y retrouve les mêmes caractéristiques que dans le sud-est qu'on connaît bien, c'est-à-dire la même végétation, les mêmes accès, les mêmes reliefs, les mêmes chemins escarpés. Une expérience qui est la bienvenue pour les habitants de la région. C'est un super coup de main qu'ils nous ont donné aujourd'hui.
Ils connaissent vraiment très bien leur travail. Les pompiers français devraient rester environ une semaine en Grèce, mais leur présence sur le mont Parnanas est à ce point stratégique qu'en cas de nouvel incendie, leur séjour pourrait être prolongé dans une zone où 20 000 hectares sont déjà partis en fumée. Et justement, c'est aujourd'hui qu'un premier bilan des incendies de forêt en France a été dressé. Touchons du bois, pour l'instant les dégâts sont limités cette année, malgré la sécheresse dans le sud. Il faut dire que de nouveaux dispositifs ont été testés, et notamment des capteurs. Reportage dans la région de Perpignan, Léo Lamberton, Pascal Ponce. Cette boîte, cachée dans la montagne au-dessus de Collioure, pourrait bien devenir la meilleure amie des pompiers. Elle renferme une pince qui mesure automatiquement le taux d'humidité des végétaux, important pour savoir s'ils brûleraient facilement ou pas en cas d'incendie. On envoie une lumière infrarouge au travers de la feuille et on mesure la quantité de lumière qui traverse la feuille. Cette quantité de lumière, elle est proportionnelle en fait à la quantité d'eau qu'il y a dans la feuille. C'est-à-dire, plus il y a de lumière qui traverse, moins il y a d'eau dans la feuille et inversement. Mis au point par des chercheurs du CNRS, 3 capteurs sont testés depuis le début de l'été dans les Pyrénées-Orientales. Ils effectuent chacun 5 mesures par jour. Protocole numéro 1, 2 et 6 mis en place. Les données sont reçues ici, en temps réel, à Perpignan, sur les ordinateurs du centre opérationnel des pompiers. On peut estimer la puissance du feu. Si l'on analyse l'état de la végétation plus la force du vent, ça nous permet d'avoir une approche sur les vitesses de propagation et donc d'anticiper mieux la lutte contre les incendies de forêt. Chaque été, les Pyrénées-Orientales sont ravagées par les incendies de forêt, comme celui-ci, il y a 2 ans, qui avait détruit près de 2000 hectares. Grâce aux capteurs d'humidité, les pompiers peuvent désormais anticiper les risques et se positionner dans les endroits sensibles, prêts à réagir au moindre départ de feu. Actuellement en cours de validation, le système devrait être opérationnel dès l'été prochain. 15 capteurs seraient installés dans les Pyrénées-Orientales et puis plus tard dans tout le sud de la France. Un nouveau rapport d'experts, encore un, sur le système d'enseignement français. Il a été présenté officiellement aujourd'hui. On pointe généralement la faiblesse du collège. Eh bien, cette fois, le Haut Conseil de l'éducation suggère de centrer l'effort sur le primaire et la maternelle avec un diagnostic sévère. Pour résumer à grands traits, regardez ces chiffres. Le système fonctionnerait plutôt bien pour les 60% de bons élèves, mais se révélerait incapable de faire progresser les enfants en difficulté. Et à l'entrée du collège, 25% d'entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en matière d'écriture, de lecture et de calcul. Plus grave, 15% n'ont pas la maîtrise de ces compétences de base. Reportage à Saint-Dizier, Pauline Dordilly et Laurent Desbois. Et c'est alors qu'elle vit son aventurier. Cela ne veut rien dire. Après correction, c'est plus clair. Et c'est alors qu'elle vit son aventurier. Nous sommes dans une classe de CM2 et visiblement, l'orthographe et la conjugaison ne sont pas parfaitement maîtrisées. Comment c'est 2M? Oui, c'est bien. Donc tu corriges? Les 26 élèves ont entre 10 et 11 ans. Et pensant que le jeune homme reviendrait le chercher. Tous savent lire, mais certains ont du mal à comprendre les textes. Ils déchiffrent encore beaucoup au mot par mot, donc ils n'arrivent pas à lier. Et puis ensuite donner du sens à ce qu'ils ont lu, ça c'est très difficile pour eux. Moi quand je lis c'est un peu monotone, c'est ça qui est un peu bizarre. Sinon il n'y a pas de problème, il n'y a aucun mot qui me pose problème. Comme beaucoup de ses collègues, la principale difficulté pour cette institutrice, apprendre à tous et en même temps les fondamentaux. Avec, sans accent, AS ou avec l'accent. Certains élèves arrivent dans sa classe avec des bases solides en maths, en français et en lecture, pendant que d'autres peinent à combler leur retard. Et pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, les solutions manquent. Il y a des choses de mise en place, on a des réseaux d'aide, on a des maîtres spécialisés qui viennent prendre des petits groupes par classe. Mais ça se fait plus pour les petites classes, le CP, CE1, CE2. L'année dernière, toute sa classe est passée en 6e. Selon un rapport du Haut Conseil de l'éducation, 300 000 élèves en France entrent au collège avec de graves lacunes. Donc on respecte bien les deux choses. Toujours à propos d'éducation, il y a sans doute eu des réveils difficiles et des estomacs noués ce matin. Plusieurs milliers d'élèves ont retrouvé la classe, notamment dans les écoles concernées par la semaine de 4 jours et qui font donc une rentrée anticipée. Exemple ici à Nantes. Pour les autres, ce sera la semaine prochaine, mais il faut savoir que les collégiens et les lycéens sont de plus en plus nombreux à prendre des cours pour préparer la rentrée. 1 million d'élèves seraient concernés. Dernier cri, les stages d'efficacité personnelle. Reportage Jean-François Firet, Jacques Gérard.
Est-ce que tout le monde la voit bien? Ok, je la cache. Est-ce que tout le monde l'a en tête? Vous avez le droit de ne pas l'avoir en tête. Hein. L'exercice apparemment est on ne peut plus simple. Reproduire avec exactitude le dessin. Pourtant, chez certains, ça bloque. Pour qui il y avait des erreurs? Alors, raconte. Le rond, c'était évident, mais... Oui. Et après, il y avait trop de triangles, trop de traits qui partent... Ces élèves vont rentrer en première ou en terminale. Ils entraînent leur mémoire visuelle au cours d'un stage de 12 heures dit d'efficacité personnelle. Sauf qu'ils ne révisent aucune matière, ils apprennent en fait à apprendre. Il s'agit de quitter les méthodes du collège où le par cœur pouvait convenir jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il faut vraiment privilégier le raisonnement, la compréhension, aller à l'essentiel, établir des priorités. Il ne s'agit donc pas de travailler plus, mais simplement de travailler mieux. Dans ma gestion du temps, dans le travail, mémoriser tous les cours et tout ça, j'espère que c'est en ça que ça va changer, quoi. Plus on se rapproche du bac et des grandes classes, mieux faut être préparé, donc il faut s'y prendre une petite semaine à l'avance de la rentrée. Avant ou pendant l'année scolaire, 1 million d'élèves suivent ce type de cours en groupe ou en tête-à-tête avec un prof. Pour Juliette, 11 ans, le problème c'est les maths. Enfin, c'est papa qui a insisté. On a essayé de le faire nous-mêmes, bon c'est pas forcément évident. Donc je pense qu'effectivement ça donne bonne conscience que de le faire et puis au moins d'essayer, quoi. Comptez 250 € pour le stage collectif, 30 € pour 1 heure avec un professeur. Même si la moitié est déductible des impôts, tout cela est égal à un sacré casse-tête pour les petits budgets. En cette rentrée, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Selon une étude de l'association 60 millions de consommateurs, sa progression serait sérieusement rognée cette année par l'augmentation des prix du logement, mais aussi des carburants ou encore de certains produits alimentaires. Alors nous avons voulu savoir ce qu'il en était très concrètement. Il y a un an, l'une de nos équipes avait fait un relevé précis des prix de certains produits dans un hypermarché. Nous avons renouvelé l'expérience. Voici le résultat. Reportage Yves Ginca, Mathias Second. C'est la liste de notre panier France 2. 12 produits de grande consommation. Depuis 3 ans, nous avons fait les mêmes courses dans le même magasin, des achats filmés en caméra cachée, faute d'autorisation de la direction. Du jambon, des couches, du shampoing, des pâtes, du yaourt, des céréales, de l'eau. Tous sont des produits phares de grandes marques. Et la principale surprise cette année vient des spaghettis. Suite à la flambée des prix du blé, le prix de notre paquet de pâtes a bondi de 54% en un an. Autre augmentation, l'eau minérale, plus 1,48% et les céréales, plus 2,8%. Des hausses qui ne passent pas inaperçues pour les clients de ce centre commercial. Moi, je m'en suis rendu compte parce que, par exemple, toutes les semaines, je dépense une certaine somme. Et c'est vrai que je me suis aperçu que je dépense un petit peu plus qu'avant. On essaye de prendre ce qui est de moins cher, je pense, comme tout le monde. Et on fait attention aussi à ne pas dépasser le budget. Pourtant, il y a de bonnes nouvelles en rayon. Certaines étiquettes ont perdu quelques centimes, comme notre paquet de café ou les conserves. La baisse la plus importante, c'est notre marque de biscuits, moins 3,3%. D'autres produits comme le shampoing sont restés stables. Une seule difficulté, l'assouplissant que nous avions choisi n'était pas en rayon. Nous n'achetons donc que 11 produits. Arrivé à la caisse, verdict de l'addition, 39,87 € contre 39,53 €. C'est 0,8% d'augmentation en un an. Conclusion pour notre panier France 2, il n'y a pas vraiment de flambée des prix, mais à l'avenir, la hausse des matières premières pourrait bien faire valser les étiquettes. Les suites maintenant de l'affaire de cette mère infanticide à Albertville. Les autopsies communiquées aujourd'hui ont révélé que l'un des 3 nourrissons était mort-né, alors que les 2 autres ont été asphyxiés. Pour la première fois, le compagnon de cette femme s'est exprimé. Il est le père présumé des bébés. Reportage Denis Sébastien, Philippe Fivet. C'est un homme brisé qui s'exprime. Philippe Viguet a retrouvé sa maison seul. Pendant 16 ans, sa compagne Virginie Labrosse a vécu à ses côtés sans rien laisser paraître de son terrible secret. Profondément choqué, l'homme peine à trouver ses mots. On ne sait pas avoir d'enfant quand vous savez d'un seul coup du jour au lendemain, vous savez que vous avez 3 enfants. 3 enfants et en plus, tu t'es congé. Vous savez, je sais pas, mais faut me mettre à ma place pour savoir ce que je ressens, quoi. Un moment placé en garde à vue, Philippe Viguet a été rapidement mis hors de cause. D'après les éléments rassemblés jusqu'à présent par les enquêteurs, Virginie Labrosse n'avait mis personne dans la confidence. Paradoxalement, le stress lui faisait perdre du poids pendant ses grossesses. Son compagnon, qui n'en aurait donc rien su, est abasourdi. Il y avait plein d'autres solutions, il y avait l'avortement, il y avait plein d'autres solutions. Mais après d'aller cacher, d'aller accoucher
d'aller cacher ses enfants dans le congélateur, ça c'est sûr que ça c'est, pour moi ça c'est... Non, je comprends pas. Les premiers résultats des autopsies ont été révélés aujourd'hui. L'un des enfants serait mort-né, les deux autres seraient morts asphyxiés, mais rien ne permet pour l'instant de dire s'ils ont été étouffés. Virginie Labrosse est mise en examen pour homicide sur mineur de moins de 15 ans. Elle est placée en détention. En bref, les suites de la mort d'une fillette de 18 mois mordue par un chien de combat. À l'issue d'une réunion au ministère de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie a demandé l'interdiction de certains croisements de chiens dangereux et aussi un renforcement des contrôles. Elle n'a pas en revanche l'intention de faire voter une nouvelle loi. Il faut rappeler que 3 lois ont été adoptées en 8 ans sur le sujet. On en vient maintenant au discours programme de politique étrangère de Nicolas Sarkozy. C'était à l'Elysée, devant les ambassadeurs réunis à Paris. Parmi les éléments à retenir, l'assouplissement de sa position sur le non à l'entrée de la Turquie en Europe. C'était pourtant l'un des axes prioritaires de sa campagne électorale. À noter aussi un discours très ferme contre l'Iran. Jean-Marc Ilouz, Olivier Robert. La langue de bois n'était pas de mise ce matin à l'Elysée pour le premier grand discours de politique étrangère du président Sarkozy. Devant quelques 200 ambassadeurs, le chef de l'État a employé un langage parfois sévère, aussi bien pour dénoncer la brutalité de la Russie que les appétits de la Chine en Afrique. Mais c'est surtout sur l'Iran, toujours soupçonné de vouloir se doter de l'arme nucléaire, que la nouvelle politique qu'il a définie s'est durcie. Un Iran doté de l'arme nucléaire, c'est pour moi inacceptable. Et je pèse mes mots. En revanche, sur la Turquie, le président Sarkozy semble avoir assoupli ses positions. Il reste certes toujours opposé à son entrée dans l'Union européenne, mais ne refuse pas la poursuite du débat. La France ne s'opposera pas à ce que de nouveaux chapitres de la négociation entre l'Union et la Turquie soient ouverts dans les mois et les années qui viennent. Une déclaration qui contraste avec ses propos de candidat le 28 février dernier à Paris. La Turquie n'a pas vocation à rentrer dans l'Union européenne parce que la Turquie n'est pas un pays européen, elle est en Asie mineure. Enfin, à plusieurs reprises, le chef de l'État a aujourd'hui insisté sur la nécessité de faire échec à ceux qui souhaitent une confrontation entre islam et Occident. Et puis à noter que le chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner, a dû s'excuser aujourd'hui pour avoir demandé ou évoqué la démission du Premier ministre irakien Nouri el-Maliki, et ce après sa visite à Bagdad. En bref, encore à l'étranger, la justice russe annonce l'arrestation de 10 suspects après le meurtre de la journaliste d'opposition Anna Politkovskaya. Peu de précisions ont été données, mais le procureur général indique qu'il s'agit de personnes vivant à l'étranger et que le principal exécutant serait tchétchène. Rappelons que le Kremlin lui-même avait été montré du doigt après cet assassinat. En Grande-Bretagne, le coup d'envoi d'une semaine de commémoration. Il y a 10 ans, tout juste, Lady Diana mourait dans un accident de voiture à Paris. Sa disparition, vous vous en souvenez, avait provoqué un énorme choc. On l'évoquera toute cette semaine. Première question ce soir. Pourquoi et comment l'histoire et la personnalité de la princesse sont-elles devenues à ce point mythiques? C'est le dossier de cette édition. Il est signé à Londres. Maryse Burgot, Roy Connelly. Le regard perdu de 2 enfants, les princes William et Harry, devant le cercueil de leur mère, Lady Diana. Les images d'une foule invraisemblable et les paroles d'une chanson qui vont parfaire le mythe. Celui d'une princesse livrant son dernier coup d'éclat. En déclenchant cette avalanche de fleurs et de larmes, Lady Diana s'offre son ultime revanche. Car la jeune femme qui vient de disparaître n'est plus du tout cette timide fiancée de 20 ans. Je suppose que vous êtes amoureuse. Oh, bien sûr. La naïve épouse du prince Charles est devenue une véritable icône de mode, glamour, excessive et parfaitement insoumise. En 1995, au bord de la dépression, elle va donc oser l'impensable. Puisque son mariage est un désastre, puisque son mari mène une double vie, elle accorde cette interview sans précédent à la BBC. Confession insensée où la femme de l'héritier du trône parle ouvertement de ses propres amants. Avez-vous été infidèle? Oui, je l'adorais. Oui, j'étais amoureuse de lui. Les Britanniques prennent fait et cause pour cette héroïne contemporaine qui avoue ses infidélités
et ses névroses. La fine silhouette de Diana cache désormais un cœur à prendre. La princesse est divorcée, enfin libre. Et c'est ce qui va déclencher l'hystérie des paparazzi. Ses tourments, ses amours sont une rente sans fin pour tous les médias. En tant que mère, je vous demande de respecter ma vie privée avec mes enfants. Mais parfois, Diana manipule les paparazzi. En ce mois d'août 97, elle leur a dit qu'elle serait à Saint-Tropez avec son amant du moment, Dodi Al-Fayed. Elle semble même poser pour les photographes. Que cherche-t-elle? À provoquer un autre homme, son seul et véritable amour, selon certains biographes, un médecin pakistanais installé à Londres. Elle avait donné des indices aux photographes. Elle voulait le rendre jaloux. Elle voulait le reconquérir. Diana a tout compris à la force des images. Elle met donc sa notoriété au service de causes plus généreuses. Elle dénonce efficacement en Angola l'usage des mines antipersonnelles et elle va oser une poignée de main à un malade du sida à une époque où l'on pense que cette épidémie se transmet par un simple contact. Elle a permis de changer l'attitude des gens et cela ne sera jamais oublié. Ce fut un réel acte d'amour. L'histoire retiendra qu'elle ne fut donc pas seulement une riche héroïne de papier glacé. L'histoire la grande mentionnera qu'elle fut cette mère si spéciale des héritiers de la couronne britannique. Et on a appris aujourd'hui que l'épouse du prince Charles, Camilla, n'assistera pas à la messe célébrée vendredi. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct de Londres. Est-ce que cela signifie que 10 ans après, les plaies ne sont toujours pas refermées ? Oui, vous le disiez, Camilla, c'est l'épouse du prince Charles. Eh bien, elle est rattrapée par son passé. Souvenez-vous, elle fut pendant longtemps sa maîtresse cachée, une vilaine briseuse de ménage, disaient certains médias. Et les Britanniques la considéraient largement comme responsable des malheurs de Diana. Alors aujourd'hui, 10 ans plus tard, quelques voix se sont élevées pour dire que Camilla ne devait pas assister à ces cérémonies. La reine et Camilla ont donc pensé qu'il était plus sage, plus simple qu'elle soit absente. Une situation finalement assez paradoxale puisque Camilla, qui était véritablement détestée il y a 10 ans, a réussi à se faire accepter. Elle est même aujourd'hui plébiscitée par les sujets de Sa Majesté, qui la trouve tout à fait à la hauteur de son rôle et presque glamour, presque autant que Diana. Merci Maryse. À l'étranger toujours, une curiosité qui montre que les voies du Seigneur passent bien par le ciel. Le Vatican vient d'ouvrir une ligne directe entre Rome et Lourdes. Le premier vol charter a décollé aujourd'hui et vous allez le voir, le pèlerinage commence dans l'avion. À Rome Correspondance, Philippe Visserias, Valérie Parent. Déjà, au pied de l'avion, le ton est donné. Sur le foulard de l'hôtesse de l'air, l'insigne officiel du Vatican. Bienvenue à bord du premier vol Rome-Lourdes, affrété par le Saint-Siège auprès d'une compagnie charter italienne. Pour chaque pèlerin, un repose-tête proclame « Je cherche ton visage, Seigneur », et ce n'est pas tout. Les pilotes et le personnel de bord ont reçu une formation spécifique de la part du Vatican. Par exemple, les hôtesses vont pouvoir réciter des prières, lire le rosaire ou diffuser des chants religieux pendant le voyage. Sur chaque vol, un prêtre veillera sur la ferveur des pèlerins. Le prêtre va expliquer la signification du pèlerinage, faire sa catéchèse, montrer des films, préparer l'âme de chaque pèlerin pour qu'il soit prêt lorsqu'il arrivera au sanctuaire. Et tout cela avec la bénédiction du pape Benoît XVI. Après Lourdes, l'agence de pèlerinage du Vatican prévoit déjà des vols sur Saint-Jacques-de-Compostelle, Fatima au Portugal et même en Terre Sainte. Le prix du voyage, 10% moins cher que sur un charter classique. D'après le Saint-Siège, chaque année, 8 millions de pèlerins partent d'Italie à destination des principaux sanctuaires catholiques dans le monde. Un marché en plein essor que le Vatican ne veut surtout pas laisser passer. J'en viens maintenant à cette histoire poignante et rarissime en matière de don d'organes. Rarissime car il s'agit d'un enfant, une fillette de 3 ans. Elle souffre d'insuffisance cardiaque et ne doit sa vie qu'à un très lourd système artificiel. Personne ne peut dire aujourd'hui combien de temps elle survivra dans l'attente d'une greffe de cœur. Ses parents ont décidé de rompre le silence et de lancer un appel public. Voici ce reportage. Il est signé José Blanc-Lapierre, Laurent Desbois. Fière, comme une petite fille de 3 ans qui mène ses parents par le bout du nez. Mais Bérénice, elle, a de bonnes raisons d'en profiter.
Ah non, c'est papa. C'est papa? Hospitalisée depuis 3 mois pour une déficience cardiaque sévère, elle attend d'être greffée. Aujourd'hui, elle doit sa survie à une machine et à un cœur artificiel qui bat sous la table, entre ses pieds. Oui. Elle est en fait dans un drôle d'équilibre. Au moment présent où on parle, grâce au travail qui est fait ici, cet équilibre qui est fait sur son sang, ça lui permet de vivre avec cette machine, ce ventricule artificiel. Mais on sait qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Bon, je vous raconte pas un petit peu le sentiment que peuvent éprouver des parents à ce moment-là. Ça va ? Son médecin, qui l'a vu arriver il y a 3 mois alors qu'elle était dans le coma, est bluffé par son courage. Super. Elle est très tonique, elle a une grosse volonté, elle a un bon tempérament, caractère, des fois on ne fait pas comme on veut avec elle, mais alors, vous savez, un enfant à cet âge-là qui reste 3 mois à l'hôpital, c'est très dur pour lui, parce qu'habituellement il préfère jouer dehors. Tiens, regarde, j'ai trouvé le hibou. Tiens, t'enlèves la pince de Buzz. Buzz, c'est le surnom donné au cœur artificiel pour essayer de faire de l'hôpital un terrain de jeu. Comment il va, Buzz? Coucou, Buzz. Oh là là, il a l'air en pleine forme. Regarde comment il est avec ses 2 pattes. Alors là, c'est donc le ventricule. Le sang est aspiré directement du ventricule gauche. Il arrive là et il est éjecté dans la horte. Enfin, c'est une belle machine, mais ça remplace pas un petit cœur qui marche très bien. Et on souhaite qu'elle reste pas trop longtemps avec ça. Pas trop longtemps, quelques mois tout au plus. Bérénice ne fera pas sa rentrée en maternelle comme les autres enfants, car quand elle emmène Buzz en promenade, ce n'est jamais au-delà de la salle de jeu de l'hôpital. J'ai la multiprise. Avec en fin de cortège les médicaments qu'elle prend par sonde en continu. Regarde, c'est du salami en fait. Et quand arrive le moment du repas, Bérénice sait ce qu'elle veut. Et il manque pas quelque chose? Si. Un sacré tempérament. C'est aussi ce qui aide les parents à tenir. C'est vrai qu'on vit au jour le jour et pour le vivre bien, il faut qu'on se sente le mieux possible et qu'on montre aussi à nos enfants que nous, on tient le coup, donc il faut tenir le coup. Oui, puis le plus remarquable dans l'affaire, c'est que c'est elle qui tient le coup pour l'instant, donc c'est pas à nous de baisser les bras. Je veux dire, elle se bat un petit peu contre la mort depuis le 5 juin. Il est hors de question que nous, on soit défaillants. On a toujours l'espoir. L'espoir du don d'un petit cœur qui sauverait Bérénice, mais qui pour eux tarde à venir. L'an passé, 27 enfants ou adolescents beaucoup plus âgés en général étaient en attente d'une greffe de cœur. 13 ont pu en bénéficier, 7 sont morts, 7 autres sont toujours en attente. Le retour du beau temps, ceux qui ont été patients ont été récompensés. Le soleil brillait presque partout aujourd'hui, y compris dans le nord et l'ouest. Image ici de Bordeaux où il a fait 34 degrés. Dépêchez-vous d'en profiter car ça ne va pas forcément durer. Dans le même temps, le secrétaire d'État au tourisme Luc Châtel a fait savoir que malgré les pluies, cette saison d'été s'annonce très bonne en France. La fréquentation touristique a en effet augmenté de 3,7% au mois de juillet. Et si vous êtes déjà rentré, le reportage qui suit vous concerne directement. C'est le moment de prendre de bonnes résolutions pour l'année qui vient. Faire du sport ou arrêter de fumer. Petit tour d'horizon avec Vincent Fischmann et François Pitrel. Sous les pavés, la plage, c'est bien connu. Mais après, c'est la route de la rentrée, toujours pavée, mais cette fois, de bonnes intentions. Sur le chemin d'une vie qu'ils rêvent plus saine, ils sont nombreux à se croiser. Et tous aimeraient y croire. À la rentrée, les abonnements dans les clubs de gym augmentent de 20%. Cette année, après on s'y met. Les vacances étaient un peu surchargées, je dirais. Mais pas évident de tenir jusqu'à Noël. C'est vrai qu'après il y a un essoufflement au niveau de la fréquentation du club. Voilà, les séances s'espacent. Les ambitions manqueraient-elles d'endurance? En tout cas, cela donne d'autres idées. Résolution numéro 2, c'est l'une des plus partagées. Décider d'arrêter de fumer. Donc je le mets dans le sac et puis on verra. Des paroles en l'air comme autant d'écrans de fumée pour se rassurer. Du coup, beaucoup passent par là. Se procurer la parfaite boîte à pharmacie du fumeur bien décidé à tout stopper. Il existe beaucoup de produits comme des patchs ou des gommes à mâcher, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir de la volonté. Toujours pas gagné, mais imaginons que cela marche. Du coup, autre problème, l'embonpoint et nouvelle résolution. Manger du verre ou le bien-être dans son assiette, encore faut-il tenir toute l'année.
qui dit soleil, qui dit terrasse, j'ai envie de manger plus léger, salade, de manger plus sainement. Et c'est vrai que le soleil donne de l'envie et forge les ambitions. Mais quand il sera moins là, on a déjà une petite idée de ce que ces bonnes résolutions pourraient devenir. Voilà, on fera le point dans quelques mois. On s'intéresse maintenant au championnat du monde d'athlétisme à Osaka, au Japon. Vous pouvez suivre ces épreuves en direct sur France Télévisions. Journée plutôt décevante pour les Français. Manuel Tissier, Yann Moine. Quelques mots de son entraîneur et Christine Aron file retrouver la solitude du couloir numéro 4. La Française rêve de titre, mais l'addition des talents de Jamaïque et des États-Unis va lui boucher l'horizon. Encore un départ très moyen. Mais la Guadeloupéenne reste au contact des meilleurs. Impossible pourtant de placer sa célèbre accélération. Aron ne termine que 6e. L'arrivée est si groupée que le nom de la championne du monde mettra plusieurs minutes à s'afficher. Campbell, la Jamaïcaine, triomphe en 11 secondes 01. Christine Aron ne sera pas championne du monde du 100 mètres. La déception de Eunice Barber est encore plus cruelle. Médaille d'or en 2003, Barber n'a pas fait mieux que 6,51 m, éliminée. Je n'ai pas d'excuse, je ne suis pas celle qui donne, qui va dire non, je n'ai pas d'excuse, j'ai passé à côté, quoi. Mais la journée noire des Français a connu son apogée sur le 1500 mètres. Mehdi Bala, 4e, donc finaliste, a été disqualifié, coupable d'un passage en force sur le Marocain Baba. 3 concurrents ont porté réclamation. La France a fait appel, mais avec très peu d'espoir d'inverser la décision demain. 3 vedettes au tapis, la semaine des Bleus est mal engagée. Ça va mieux pour le rugby. 10 jours de son entrée dans le mondial, l'équipe de France peut être satisfaite, vous le savez, 3 victoires en 3 test matchs. Pour les observateurs de ce sport, ce qui retient l'attention, c'est le changement de gabarit des joueurs. En quelques années, leur musculature est devenue impressionnante. Ils sont aujourd'hui des athlètes. Constat et réaction, Nathanaël de Rinxin, Philippe Turpot. 5 semaines de préparation physique intensive. Avant de penser à soulever la Coupe du Monde, les joueurs de l'équipe de France ont dû soulever de la fonte. Beaucoup de fonte, des centaines de tonnes. Aujourd'hui, dans le rugby, pour gagner des matchs, il faut prendre des muscles. Une règle qui n'est pas propre à l'équipe de France, mais à toutes les équipes de rugby qui veulent être compétitives. C'est ça qui va lui permettre de reproduire des efforts de très haute intensité, plusieurs fois dans un match et même parfois très rapprochés entre 2 actions de jeu, quoi. À l'heure de l'hymne officiel, les joueurs français peuvent mettre en avant leur gabarit avantageux. Ça n'a pas toujours été le cas. Entre les Bleus d'hier et ceux d'aujourd'hui, il existe de nombreuses différences, et pas seulement au niveau du look. En 35 ans, le joueur moyen de l'équipe de France a évolué 6 cm et 11 kg de plus, essentiellement des muscles. Tous les types qui jouent à mon poste, au centre ou aux ailes, font pour la plupart du temps 1,92 m et dépassent aisément les 100 kg de muscles. Fini les cimetières à poulets, fini les petits ventres ronds et le vin et le fromage. Si les gabarits ont évolué, c'est aussi parce que le jeu a changé. Moins de feintes, plus de percussions. Le chemin le plus court pour aller à l'essai est souvent la ligne droite. L'esprit du jeu est différent, le professionnalisme a tout changé. De 2 entraînements semaine, on est passé à 2 entraînements par jour, où on recherche aujourd'hui l'explosivité, la force. Physiquement, ils ont l'air au point. Désormais, les Français ont 6 semaines pour réussir leur tour de force et prouver que tout ceci n'était pas que de la gonflette. Le sport encore et en bref, Jean-Pierre Papin remplace l'entraîneur comme entraîneur Guy Roux à Lens. L'ancien international a signé un contrat de 22 mois avec le club nordiste. Lyon se donne de l'air. Les champions de France en titre l'ont emporté hier soir face à Saint-Etienne sur le plus petit écart, 1-0 grâce à ce but heureux de Karim Benzema. Lyon qui pointe à la 10e place au classement. Et puis sachez que Raymond Domenech n'assistera pas au prochain match de qualification de l'équipe de France pour l'Euro 2008 face à l'Italie. Décision de l'UEFA qui sanctionne ainsi l'entraîneur pour avoir laissé entendre que le match, dans une interview, que le match France-Italie Espoir de 1999 avait été arrangé. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est la 10e Coupe du Monde de parapente acrobatique à Villeneuve. Très spectaculaire avec des loopings au ras du sol. C'est un Français, Antoine Montan, qui a remporté l'épreuve solo. Cinéma avec la sortie après-demain de Vivaldi, Un prince à Venise. Signe particulier, ce film marque la dernière apparition de Michel Serrault. Mallory Aounou, Philippe Jasselin. Baissez la voix, mademoiselle. Vous êtes dans une église, hein. Cette attitude est irrévérencieuse à mon égard.
Un homme puissant pour son dernier rôle au cinéma. Dans ce film tourné en 2005, Michel Serrault campe un odieux évêque dans la Venise baroque d'Antonio Vivaldi. Le violoniste virtuose est d'abord un prêtre que le prélat ne cesse de brimer. J'ai pris ma décision, je vous confirme, dans vos fonctions de maître de violon. Mais pas d'opéra à Venise. Il avait fait le petit séminaire, il rêvait bien sûr de jouer ce rôle d'un évêque ou d'un cardinal. Et il s'est amusé en tournant ce film. Et il nous a bien amusés surtout. Offrez-lui 100 ducats de plus par mois. C'est pas avec cela qu'il produira son opéra. Je suis la proie de mes adversaires. Et pourtant, Vivaldi composera plus de 50 opéras joués dans toutes les cours d'Europe avant de mourir à Vienne dans le dénuement. Un récit linéaire qui doit surtout son souffle à la musique et au jeu de Michel Serrault. Michel Serrault, vous savez, était très croyant, mais il était juste et il m'avait dit, mais vous avez raison, on va dire la vérité et faites-moi confiance que je vais m'y employer. Et de ce côté-là, il a été remarquable. Un Serrault remarquable, libre surtout, aussi immortel que la musique de Vivaldi. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information. La Grèce est toujours confrontée à de violents incendies. Dernier bilan, 63 morts, donc au moins 7 enfants. Athènes indique que 7 personnes sont inculpées pour ces départs de feu, mais sans donner davantage de précision. Le gouvernement offre une prime allant jusqu'à 1 million d'euros pour tout renseignement décisif sur les pyromanes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. 20h50, James Bond, GoldenEye avec Pierce Brosnan. À demain.